faut savoir qu'il y a la politique, il y a aussi la réelle politique. En fait, la politique, c'est complexe, très complexe, et notamment cette situation. Nous aurions voulu, nous, en tant qu'Africains, surtout nous, les panafricanistes, nous aurions voulu qu'un problème africain puisse trouver une solution africaine. Un problème africain puisse trouver une solution endogène, c'est-à-dire, politiquement parlant, correctement, en passant par l'Union africaine. Mais la politique, elle est très complexe. Il y a un jeu d'intérêt collectif et un jeu d'intérêt individuel là-dedans. Je me permets de vous dire, vous allez vérifier ça plus tard, que le prince là, qui a réussi son coup, c'est-à-dire pendant qu'il y avait la réunion prévue par Lorenzo, c'est Lorenzo, je pense, Oui, prévue donc en Angola, oui. avec le M23 et le gouvernement congolais, il a réussi donc sur un coup magistral, un dribble politique de haut niveau pour réunir Kagame et Tshisekedi chez lui là-bas. C'est un coup magistral, hein. Mais lorsque vous rentrez souterrainement, vous allez vous rendre compte que ce prince-là est un ami personnel de Kagame. Alors, monsieur Mimbalad, vous étiez on parle de la RDC et de la photo qui a surpris, mais si ce n'est pas choqué, beaucoup de gens. Monsieur Kagame à gauche et à droite, monsieur Tshisekedi en face. Je ne sais pas qui c'était, mais je pense que c'est le prince du Qatar ou de Doha. Je ne sais pas. Cette photo a choqué. Personne n'imaginait le président Tshisekedi qui a longtemps dit qu'il ne rencontrerait pas Kagame tant qu'il ne quitterait pas Goma. Il a dit, on a débattu ici. Il y avait une information où, bien sûr, qui a été aussi mise en doute, mais qui après s'est avérée être une information où Luanda, donc l'Angola, était vraiment en pointe, était très en avance et attendait à Luanda l'arrivée de la délégation de la République démocratique du Congo. Ils sont finalement arrivés, hein, les experts. Ils étaient arrivés et, à la dernière minute, le M23 a fait faux bond et a dit niet, on ne viendra pas. L'argument qui a été évoqué, c'est qu'on avait voté des sanctions contre certains membres de ce mouvement du M23, mais juste un jour après, surprise, ils apparaissent en photo pour dire qu'en fait, il y avait autre chose. Est-ce que, Madame Yaka, je vous pose la question, est-ce que pour vous, vous avez eu le même sentiment que nous? On a volé à l'Afrique la possibilité de régler entre Africains leurs problèmes. Est-ce que le président Tshisekedi, en allant à Doha, a mesuré qu'il lâchait l'Angola, mais il lâchait l'Afrique et il préférait aller traiter ailleurs, surtout auprès des soutiens américains? Est-ce que vous avez eu ce même sentiment-là, Madame Yaka? Merci, M. Cayus. Je pense que tout ça, c'est un peu les effets, c'est les conséquences aussi de la colonisation. Parce que une grande partie de l'Afrique a été colonisée. Comme je suivais un documentaire d'un éminent professeur, Monsieur P.L. Lumumba, un Kenyan, qui disait, mais quand on est arrivé, par exemple, pour les règlements des conflits chez nous, par exemple en Afrique, en tout cas pour la plupart des pays africains, on avait un système de règlements, on avait un système, il y avait un système de société qui était là, qui a été complètement remplacé, balayé par le système qui nous ont ramenés. Donc, j'ai envie de dire oui, effectivement, ça fait partie des conséquences de la colonisation où on a été finalement dépouillé de même nos systèmes de réconciliation, nos systèmes qui étaient en place pour pouvoir régler certains conflits. Ça a été, mais il dépasse tous les pays africains pour aller à Doha pour pouvoir pour faire pour parler avec pour que les deux se parlent. Oui, il se parle avec il se parle à Doha devant l'émir de Doha, ce qui est oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il dépasse tous les pays africains, enfin tous les Africains noirs là, il les dépasse. Il dépasse tous les pays.
Il traverse tout ce qui est CDAA, CDAO, l'UA, l'UA ou bien, je sais plus si tout ça. La CEMAC, toutes les organisations, il est passé au-dessus. Il dépasse tous les organismes internes à son appartenance au niveau continent, et il va de l'autre côté, enfin son appartenance, c'est-à-dire de toute l'Afrique noire, il dépasse tout le monde, et il va là-bas pour trouver pour trouver un terrain d'entente, un terrain pour pouvoir parler pour se parler. Mais c'est complètement un échec. C'est un échec qui est présenté du système, de tous les systèmes qui servent à la réconciliation, qui servent à maintenir l'équilibre au niveau de l'Afrique. C'est un désaveu des institutions africaines. C'est ce que je veux dire. Un vrai désaveu, c'est vraiment, c'est alarmant. C'est pathétique, quoi. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux pour l'Afrique. C'est malheureux pour l'Afrique qui est un continent mère, qui est héritière d'un peuple où il y avait déjà les bases de l'organisation du monde, les bases de l'organisation de la société. L'Afrique est un continent mère. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Miamalat, Fathi n'a-t-il pas déçu les gens? N'a-t-il pas vraiment déçu les Congolais de Kinshasa, les Congolais, l'Afrique en général, de le voir se présenter après tout ce qu'il a dit, de voir qu'il n'a pas de solution sur le terrain, parce qu'on vient d'apprendre en plus que l'armée, le M23, a pris un autre village ou une autre ville, et on trouve Fathi là assis sur un fauteuil souriant devant Kagame, alors que le moment est très grave. Et ça ne se passe pas en Afrique. Lorenzo était le médiateur de l'Union africaine. Et quand M. Gaïno dit que l'Union africaine est déjà pas crédible, parce qu'elle est financée par l'Occident, là, ils nous disent c'est plus la peine d'aller à l'OU, d'écouter qui que ce soit. C'est ce qui fait que les autres ont créé l'AES, parce qu'il n'y a pas de crédibilité nulle part. Ce leadership-là de Fathi, comment vous l'interprétez? Monsieur Ndian nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Ndian. Bonsoir. Moi, je ne prendrai pas la situation sous cet angle-là. L'Afrique est victime de ses propres turpitudes, parce que l'Afrique ne se prend pas au sérieux. L'Afrique n'a jamais résolu des crises. Vous voulez dire, on va dire, je vais essayer de redire qu'il faut parler de certains Africains. Parce que vous êtes Africain, nous sommes Africains d'origine. Ce n'est pas tous les Africains. Donc certains Africains, mais on va dire les populations ne sont pas avec les leaders. Certains leaders africains, parce qu'on a d'autres leaders qui ont pris le train en marche et qui se battent pour que l'Afrique sorte de là, même s'ils ne sont pas nombreux. Donc si on peut mettre sur certains... Monsieur Béribé, monsieur Sosen a raison. Laissez-le évoluer, parce que l'Afrique n'a jamais résolu les conflits qui se passent en son sein. Moi, je préfère certains. Vous avez quand même Ibrahim Touaïra, encore, c'est une référence. Vous avez Mandela qui s'est battu pour l'Afrique. Il y a des Lumumba qui sont morts pour l'Afrique. Non, les Africains. Mais ne disons pas les Africains. Lui, il parle de résoudre. Lui, il parle de résoudre les problèmes. D'accord. Mais si on pouvait dire certains Africains, j'aurais bien aimé. Monsieur Miamala, vous pouvez continuer. Non. Mais moi, je continue. Je le dis pourquoi je prends à témoin l'Union africaine. Puisque c'est notre organe qui devrait résoudre tous nos problèmes, entre guillemets. L'Union africaine n'a jamais résolu des problèmes. Donc, on ne peut pas faire confiance aux gens qui se comportent comme des gamins, qui ont toujours des partis pris. La justice, c'est être juste. Mais en Afrique, il y a toujours des combinations, comme disent les Italiens. Raison pour laquelle, pour que les choses soient crédibles, il faut aller ailleurs. Et dans le cas d'espèce, il y a la main des États-Unis. S'ils sont partis à Doha, c'est que c'est sous la bénédiction des États-Unis pour dire, bon, il faut résoudre ces crises-là. Ce n'est pas ni la faute à qui que ce soit. Puisque Fathi lui-même, il disait, il ne peut pas négocier avec les supplétifs, il ne peut pas négocier avec les envoyés. Il préfère parler à leur commanditaire. Et le commanditaire, c'est Kagame. Donc, je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose, le fait qu'ils se sont rencontrés. Mais en dehors de l'Afrique, c'est parce que l'Afrique ne se prend pas au sérieux. On a vu un peu partout, ils étaient au Kenya. C'est une crise qui dure 30 ans. 30 ans, les Africains n'ont eu aucune approche de solution. Ils regardaient la RDC en chaîne de faïence. Personne n'a condamné le Rwanda. Maintenant, c'est vers la fin que les Européens se lèvent, les Américains se lèvent, et puis
on condamne? Non, je pense que la situation, il ne faut pas voir ça dans ce sens-là, et il faut voir que ce sont les pays qui sont forts économiquement qui trouvent des solutions à certaines situations. Si l'Afrique économiquement était puissante, elle prenait son continent au sérieux, je crois que nos problèmes devaient se résoudre. Quel est l'autre continent? Regardez les pays arabes. Les pays arabes, pourtant, c'est une zone chaude, mais les pays arabes, quand ils ont des problèmes, ils ne sont jamais venus résoudre leurs problèmes en Afrique. Ils trouvent toujours des solutions dans le Moyen-Orient, au Golfe Persique. Mais il n'y a que les Africains, leurs problèmes doivent être résolus par leurs grands frères, leurs aînés. Les Africains, ce sont des gamins qui ne peuvent pas résoudre des problèmes. Donc, il faut voir d'autres personnes. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est notre propre ignorance, peut-être même pas l'ignorance, notre propre mauvaise foi. On ne s'aime pas et puis on croit que le malheur n'arrive que dans la maison de l'autre. Les Africains n'ont pas le sens du panafricanisme. D'accord. Merci beaucoup pour votre analyse. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, monsieur Gaïno, pardon. Madame Opou. Je voulais tout simplement compléter un peu ce qu'il vient de dire. Vous savez que quand cela se passe, le président Lorenzo avait convoqué les responsables du Congo démocratique à rencontrer ceux du M23 le même jour, le mardi. Et c'est le soir que le ministre angolais annonce que les négociations prévues n'avaient finalement plus lieu, parce que à cause il a bien dit, en raison d'événements de force majeure. Quels sont ces événements de force majeure? Et c'est pendant ce temps que Kagame et Tshisekedi se rencontrent à Doha. Vous voyez quand même que là, il y a une coïncidence bizarre. Une réunion qui avait déjà été prévue. Les responsables du Congo démocratique et le M23 ne pouvaient pas aller en Angola sans que leur président ne soit au courant. Donc ça veut dire Tshisekedi était bien au courant, Kagame était bien au courant. Alors, comment expliquer que pendant que ces responsables se portent en Angola et que lui et Kagame se retrouvent à Doha, et on annule la rencontre de M23 avec les responsables du Congo démocratique et on laisse les deux s'entretenir là-bas. Donc, c'est des choses qui sont arrangées par les autres puissances, notamment peut-être les États-Unis, je n'en sais rien. Et voilà comment les choses sont arrangées. Donc, quand M. Sosen dit que l'Afrique n'est pas capable de régler ses propres problèmes, on en a vu, on a connu le Soudan. Vous aviez dit, juste une précision. Pardon? Je n'ai pas compris. Vous étiez en train de préciser. Mais je disais qu'on connaît pas mal de conflits qui ont eu lieu en Afrique. Mais l'Union africaine, ce qui n'est qu'une boîte, comme je le disais, financée par les Occidentaux, est incapable de prendre les décisions pour résoudre les problèmes. Regardez, vous rappelez d'une motion, je ne sais plus quoi, ils avaient dit que lorsqu'il y a un coup d'État dans ce pays-là, on ne va pas reconnaître ce gouvernement, on ne va pas reconnaître ce pays-là. Mais il y a eu beaucoup de coups d'État et ces présidents sont reconnus. Donc vous voyez que nous, et là j'appuie sur ce qu'il a dit, ce que venait de dire mon prédécesseur, qu'il faut que les Africains mûrissent pour pouvoir résoudre leurs problèmes et ne pas laisser les autres pays venir nous guider, nous téléguider, nous dicter. Pendant ce temps, quand ils nous dictent ce qu'on doit faire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous pillent en même temps. Conclusion, M. Gana, s'il vous plaît. Pardon? Conclusion, s'il vous plaît. Je finissais. D'accord. D'accord. Alors moi je veux vous prendre à contre-pied parce que on a fait tout à l'heure un débat, on a parlé des armements, de l'armement, du fait que l'industrie militaire française, enfin l'industrie européenne, les Européens étaient en train de s'armer parce qu'ils avaient compris que la force venait des armes et qu'il fallait se structurer. En conséquent, ils ont donc désormais décidé d'investir plus de 800 milliards pour pouvoir investir dans les armements, pour muscler les muscles contre, je me répète un peu tautologie, ils devaient se muscler contre les puissances qui sont la Russie et le reste. L'Afrique, comme vous dites, et c'est ce que je déplore souvent, entre nous, Africains, on est capable d'expliquer d'autres puissances avec des justificatifs pour l'Europe en disant que oui, ils ont compris, donc ils vont s'armer. Dire que les Africains sont encore enfants, n'ont pas les moyens, je trouve que c'est quand même un peu péjoratif pour nous tous et qu'il faudrait peut-être que nous aussi, on adopte un autre langage. Si l'Afrique n'est pas structurée, je peux comprendre que les leaders ne soient pas à la hauteur, certains, je comprends, mais l'AES démontre le contraire. Le Sénégal démontre le contraire. Il y a quand même des signes de leaders.
Monsieur Gagnon, je vous ai laissé parler si vous me laissez parler. Je pense qu'il y a quand même des signes en Afrique où on peut dire qu'on n'a plus les mêmes raisonnements et la jeunesse africaine n'a plus le même raisonnement que les anciens. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Dire que l'OUA n'a encore rien réglé, je vous rappelle quand même que l'OUA a obtenu des puissances occidentales de lâcher l'apartheid. C'était une grande victoire. Il y a eu des indépendances, le Zimbabwe. Ça a été des indépendances acquises par l'Afrique avec les Africains. Il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Et l'Afrique a démontré aujourd'hui que si la Libye est démontrée et aujourd'hui démontée, c'est bien à cause des puissances extérieures. Si la guerre dure pendant 30 ans en Afrique, notamment en RDC, c'est la faute de l'Occident. Ce n'est pas les Africains. On le sait, vous l'avez dit, que l'Occident pille. Donc, si l'Occident pille l'Afrique, ça veut dire que les Africains se battent contre l'Occident. Madame Opou, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez imaginer que l'on puisse dire comme ça, les Africains ne sont pas à la hauteur, de manière générale? Est-ce qu'en 2025, on peut encore dire ça après qu'on ait connu des assassinats de plusieurs présidents parce qu'ils avaient voulu sortir l'Afrique de là où elle est aujourd'hui? Et tu as donné la réponse. Hein. Pas que les présidents africains, beaucoup d'éminentes personnalités africaines depuis les Lumumba et tant d'autres ont toujours été éliminés. Mais je voulais d'abord parler de comment on appelle ça déjà, de cette rencontre avec Kagame et Tshisekedi et la rencontre du Luanda. Je crois qu'il ne faut pas prendre des choses comme on le dit parce que ce n'est pas les Africains. Au Luanda, le président de l'Angola voulait faire rencontrer Tshisekedi, entre la partie de Tshisekedi, avec les M23 et autres. Mais lui, le président Tshisekedi a toujours dit non, il ne voulait pas rencontrer les M23. Madame Opou, pardon, précision. Ça a été dans les journaux. Oui. Le président Tshisekedi a donné sa parole. Il était le premier à envoyer ses 5 experts qui est arrivé un jour avant à Luanda. Mais le président Tshisekedi, excusez-moi, a joué un double jeu avec Doha. C'est ce qui est dit. Excusez-moi, je vais finir. Non, attendez. Il a joué un double jeu et il a fait monter les enchères. L'Angola a été très déçu. Le président Lorenzo, personnellement, a très mal pris qu'à la dernière minute, M. Tshisekedi les ait lâchés. Si vous lisez la lettre du continent, si vous lisez les journaux européens, vous verrez que ça s'est joué avec même la puissance. On suit nous tous. Continuez, allez-y, continuez. Mais l'Angola est très déçu, très déçu. Il a toujours dit qu'il ne va pas rencontrer les M23. Mais alors pourquoi il a envoyé des experts? En Angola? Il a envoyé Jean-Pierre Mbemba et les autres, bien sûr. Pourquoi? Puisqu'il sait qu'il rencontrer les M23. Mais pas lui. Lui, il a toujours dit qu'il veut rencontrer Kagame parce que c'est lui le maître. Donc les autres là ne sont que des pantins. Il l'a dit. Il l'avait dit. Pour le loin. C'est parce qu'effectivement, il n'est pas allé. Pourquoi la réunion a été annulée? Bien sûr. Voilà. Pourquoi elle a été annulée? Non, madame Opou, monsieur Gaïno vous demande pourquoi ça a été annulé. Parce que les M23 et autres voulaient rencontrer. Oui, je pose la question. On pose la question aussi. Oui. Monsieur Gaïno vous demande pourquoi avoir accepté et pourquoi on a annulé la réunion. Il a accepté envoyer ces gens à lui, mais pas lui-même. Lui, la tête, Tshisekedi doit rencontrer Kagame, mais pas les M23. Les M23, eux, ils veulent rencontrer Tshisekedi. Mais Tshisekedi ne veut pas faire la ligne. Ma question est celle-ci. Pourquoi avoir accepté d'envoyer une délégation en Angola, rencontrer M23 et le même jour où il allait rencontrer Kagame? Pourquoi? Moi, c'est le pourquoi. Oui, c'est le pourquoi. C'est une bonne question. Non. Oui, c'est le pourquoi. Parce qu'avec lui, il est allé rencontrer celui qu'il voulait rencontrer, enfin, qu'il souhaitait rencontrer. C'est Kagame qui est le moteur de tout ce qui se passe. Donc, il a distrait les gens sur l'Angola. Il a distrait les gens sur l'Angola. Il a fait un dribble. Lui, il était concentré sur Doha. C'est ça, en fait, quand vous voulez comprendre. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ça peut être, pour moi en tout cas, comment dire ça déjà, le hasard n'existe pas. Le calendrier a été fait comme ça. Mais comme vous l'avez dit vous-même, ce sont des choses arrangées. Là-bas, ça doit être les États-Unis qui ont arrangé de l'autre côté. Ce n'est pas lui. Hein? Peut-être qu'ils ont voulu faire des choses comme ça. Je reviens sur ce que vous-même, vous avez la réponse dans ce que vous aviez dit vous-même. Vous avez dit les Africains n'arrivent pas à résoudre leurs propres problèmes. Donc, tout ce qui se passe
Ce ne sont pas les Africains qui le font. Il y a toujours d'autres personnes qui sont là et qui mettent la pression. Allez poser la question à ceux-là qui mettent la pression. Tout à l'heure, vous avez parlé des États-Unis. Il faut aller leur poser la question. Comment avez-vous fait pour régler notre rendez-vous ici alors qu'il y a d'autres rendez-vous qui se préparaient là-bas? Mais si moi, j'avais quelque chose à ajouter, je suis tout à fait d'accord avec le frère Guy Sosten quand il dit que les Africains ne sont pas politiquement assis. Est-ce que vous avez vu une école qui forme les Africains ou les jeunes en politique chez nous? Ici, en Europe, il y en a. En France, il y en a. Il y a une école qu'on appelle l'ENENA. On forme que les politiques, ceux qui vont gérer la France de demain. Et quand ils sont là, ils font leur devoir. Il n'y a pas d'étrangers. Parce qu'il y a des secrets que les étrangers ne doivent pas connaître. Chez nous, quels sont les secrets que nous avons que les gens ne connaissent pas? Les politiques que nous avons en Afrique, ils sont formés dans quelle école politique? Quelle politique ils connaissent? On a parlé de l'espionnage, même que ce soit industriel, économique et tout ce qui suit. Nous, l'espionnage que nous connaissons, c'est seulement espionner les nôtres à côté. C'est celui-là, l'opposant, d'espionner celui qui l'a dit. Il a dit quoi? Il n'est pas pour le président, il n'est pas pour X, on va t'arrêter, c'est ce que nous savons faire. Et quand il s'agit d'aller faire le travail en commun. Madame Opou, calmez-vous. Madame Opou, calmez-vous. On s'est peut-être passionné. Calmez-vous. C'est passionnant, le débat. Oui. Madame Opou, continuez. Allez-y, Madame Opou, continuez. Allez-y, vous continuez. Je vous ai interrompu. Mais calmez-vous. Prenez un verre d'eau. Donc, oui. Pardon. Oui. Donc, vous disiez que... Non, je me suis posé cette question, même cet après-midi, j'observe un peu, j'observe les débats, on parle de l'opposition chez nous, j'essaie un peu d'observer comment est-ce que les gens se contredisent, comment est-ce que, j'ai regardé et j'ai compris qu'effectivement, les gens n'étaient pas formés. Nous n'avons pas de politique avec c'est vrai. Vraiment, parce que c'est l'enfantillage. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Hein? Celui-là, il dit une chose, l'autre dit une chose, une autre dit une autre. Vous n'arrivez, même l'opposition n'arrive pas à trouver un point d'accord pour pouvoir être ensemble. Non, nous ne faisons pas de la politique. Nous revenons toujours sur ce que nous faisons. On fait des jeux d'enfants. Et quand vous allez en politique, en vous prenant comme des enfants, comme en faisant des jeux d'enfants, vous gâchez la vie même de la population. Quand vous ne savez pas, vous restez. Votre conclusion, s'il vous plaît. Laissez les femmes faire les choses. Parce qu'au moins, les femmes sont formées. Madame Opou, monsieur Tshisekedi et Kagame ont des femmes qui les encouragent. Monsieur Ndion, s'il vous plaît, vous venez d'arriver. On est en train de parler de la RDC et de cette photo qui a circulé, qui a soit choqué, soit pour certains ont trouvé que c'était normal que le président Tshisekedi rencontre le président Kagame hors d'Afrique. Peut-être que l'Afrique était un territoire trop chaud, mais toujours est-il qu'il y avait une rencontre qui était prévue le 18 mars en Angola et cette rencontre a échoué. D'après les informations sur les sites que nous avons lus, ils ont bien démontré que Doha a tout fait pour prendre la vedette à Lorenzo. L'Afrique sort-elle, d'après vous, comment on dit ça, fière de voir que les négociations se font en dehors de l'Afrique et que c'est sur un autre terrain, un autre pays où ça se passe? Et est-ce que vous pensez que on peut dire que Tshisekedi montre là un leadership qui honore les institutions africaines? Et comme disent les autres, est-ce que vous pensez que pour vous, moi je dis toujours certains Africains, certains leaders africains ne font rien pour honorer l'Afrique et c'est l'Afrique qui est traitée de ne pas avancer? Je pense que vous avez tout dit. C'est-à-dire que faut savoir qu'il y a la politique, il y a aussi la réelle politique. En fait, la politique, c'est complexe, très complexe, et notamment cette situation. Nous aurions voulu, nous, en tant qu'Africains, surtout nous, les panafricanistes, nous aurions voulu qu'un problème africain puisse trouver une solution africaine. Un problème africain puisse trouver une solution endogène. C'est-à-dire, politiquement parlant, correctement, en passant par l'Union africaine. Mais la politique, elle est très complexe. Il y a un jeu d'intérêt collectif et un jeu d'intérêt individuel là-dedans. Je me permets de vous dire, vous allez vérifier ça plus tard, que le prince là,
qui a réussi son coup. C'est-à-dire, pendant qu'il y avait la réunion prévue par Lorenzo, je pense, prévue donc en Angola, avec le M23 et le gouvernement congolais, il a réussi donc sur un coup magistral, un dribble politique de haut niveau pour réunir Kagame et Tshisekedi chez lui là-bas. C'est un coup magistral, hein. Mais lorsque vous rentrez souterrainement, vous allez vous rendre compte que ce prince-là est un ami personnel de Kagame. Et vous allez voir que les investissements qu'il est en train de faire à Kigali, si je prends seulement la construction future ça sera le plus grand aéroport d'Afrique, avec une flotte la plus importante, plus que celle même de Ethiopian Airlines, vous allez comprendre qu'il y a un jeu d'intérêt complexe là-dessus. Donc, pour revenir à nos moutons, nous aurions voulu, effectivement, moi personnellement, j'aurais voulu que ce soit le problème étant intra-africain, que la solution vienne de l'Union africaine, que la solution vienne de Lorenzo. Mais comme le jeu politique est complexe, nous nous rendons compte qu'il y a des intérêts occidentaux qui sont là. Eh bien, les États-Unis ont perdu de leur poids, puisque le problème de la crise entre l'Ukraine et la Russie, les États-Unis ont tout fait pour que l'intermédiation soit faite à Dubaï, l'intermédiation soit faite à Doha. Eh bien, ils ont par la même manière fait en sorte que puissent retirer Kagame, retirer Tshisekedi en dehors du terrain africain pour ne pas recevoir des influences exogènes, des influences extérieures, qu'ils soient seulement à deux. Et vous remarquez que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont discuté. On sait que globalement, c'est peut-être le problème de la crise, mais rien n'a pu sortir de cet entretien entre les deux. Qui sera gagnant là-dedans? C'est pas évident que ce soit Tshisekedi. Hein. C'est pas évident. Parce que Tshisekedi tout seul, face à face avec Kagame, il y a quand même des pesanteurs. Hein. Il y a des pesanteurs. Donc, moi, je me dis que c'est cette technique-là qui fait infantiliser l'Afrique, qui met l'Afrique hors jeu pratiquement, alors que l'Afrique est le continent de demain, alors que l'Afrique est l'avenir de l'Europe, alors que l'Afrique devrait trouver à elle toute seule comme un grand ses solutions endogènes. Ça me met mal à l'aise. Mais une solution est une solution, qu'est-ce que tu veux? On peut s'en contenter, hein. Mais vraiment, ça ridiculise l'Afrique tout entièrement. Ça ridiculise certains hommes politiques africains qui sont des panafricanistes, qui veulent des solutions endogènes. Ça nous ridiculise, quoi, le fait qu'il est accepté. Mais par ailleurs, je chute en disant ceci. Tshisekedi reste aussi dans ses bottes, hein, puisque dès le départ, il avait dit « Je ne discuterai pas avec le M23, notamment avec Nanga ». Et il est resté logique à lui-même. Et donc, lorsque cette opportunité s'est offerte, bien que ça va ridiculiser l'Afrique, ben, il a accepté le face-à-face avec Kagame, puisqu'il avait déjà dit que moi, je ne discuterai qu'avec les décideurs. Et le décideur dans ça, c'est Kagame. C'est pas le M23, c'est un pion, c'est un pontin, c'est connu. Bon, il est resté aussi dans sa logique. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Monsieur Caius, oui, Madame Yaka. Moi j'avais juste un petit éclaircissement à demander. Mais ce même Nanga là, Corneille Nanga, c'est pas lui qui se plaignait pour dire que comme ils n'ont pas été conviés à la table des négociations. Madame Yaka, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son téléphone qui est en mode haut-parleur et ça, on entend les échos. Allez-y, Madame Yaka. Oui. Donc, je voulais juste un petit éclaircissement. C'est le même Nanga Corneille là, qui disait que, comme ils n'ont pas été invités à la table des négociations, eh ben, dans ce cas-là, ils tiendront pas compte des décisions qui vont être prises là-bas à Doha. C'est ce qu'il a dit. C'est lui. Ah, d'accord. Mais on sait qu'il est quand même, il peut rien faire sans Kagame. Donc, il parle pour parler. Non, mais M. Ndian, vous pensez qu'il a M. Gaino, M. Memalad, Mme Opou, vous pensez que Nanga a les moyens de sa politique en dehors du soutien du Rwanda? Non, il n'a pas les moyens de la politique. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une situation qui est complexe, M. Ebelebe. Parce que, en fait, nous croyons qu'il n'y a que deux protagonistes. Le M23, qui, comme nous le savons tous, est financé par Kagame, mais il y a aussi la FDL. Hein? Il y a aussi un groupe là, qui est financé, comme nous le savons, par l'ancien président de la RDC, par Kabila. Enfin, qui est soupçonné. Pardon? Qui est soupçonné d'être financé par Kabila. Oui, qui est soupçonné d'être financé par Kabila. Donc la situation devient complexe. Mais s'il peut se permettre, lui, Nanga, de dire que
tout ce que Tshisekedi est en train de faire en dehors de lui, puisqu'il n'a pas été invité à la table des négociations, c'est lui non venu, mais parce qu'il a des soutiens. Parce qu'il essaie, militairement parlant, financièrement parlant, il est soutenu par Kagame. Est-ce que quelqu'un peut se permettre de dire ça. Monsieur Ndion, excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son haut-parleur qui est ouvert? Je vous assure que ça fait vraiment du bruit. Hein. Il y a un fond de retour. Allez-y, monsieur Ndion. Non, c'est ce que je disais. Il ne peut pas se permettre d'avoir une grosse gueule. Il ne peut pas se permettre de donner son point de vue. Un chef d'État qui représente un pays, quelles que soient les modalités, qui va discuter avec un autre chef d'État de ce niveau par rapport à cette crise. Dire que non, tout ce qu'il va décider là-bas, je n'en tiendrai pas compte. Mais c'est parce qu'il sait bien qu'il a des soutiens. Et son soutien principal, nous le savons, c'est Kagame. Mais la situation est complexe. Parce qu'en dehors de Kagame, on soupçonne quand même qu'il est la main noire de Kabila, qui finance l'autre parti. Et par ailleurs, il faut savoir que Kabila n'a jamais arrêté ses bonnes relations avec Kagame. Hein. Kagame, c'est un pire, comme on dit. Kabila, c'est un pire Kagame. Hein. Donc, cette situation tripartite renforce Nanga. Voilà pourquoi il se permet de dire ce qu'il dit. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Monsieur Gaïno, vous êtes convaincu que l'Afrique n'est pas à la hauteur, vous êtes convaincu que les Africains ne peuvent pas régler les situations, mais est-ce que vous êtes convaincu que la jeunesse africaine est consciente que les anciens ont échoué et qu'elle doit changer la donne? Exactement, vous avez donné la jeunesse africaine qui n'est plus le même élan qu'ont les anciens, puisque lorsque vous parlez de la politique actuellement qui est menée dans ces pays-là, vous avez l'exemple de ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe au Burkina Faso, et même dans des pays qui sont encore sous une forte dictature, vous avez quand même des gens qui ont un langage très différent. Mais je voulais quand même reprendre une chose que Mme Opou a dit qui est très juste. Nous n'avions pas des écoles de formation politique. Donc nous n'avons pas des hommes politiques. C'est rare. Ceux qui sont formés en Europe, la plupart du temps, quand ils viennent là-bas, soit ils sont éliminés ou soit on les fait fuir. Et lesquels les éliminent, ce sont les présidents africains eux-mêmes qui les éliminent. Donc il ne faut pas négliger cet aspect de formation. Quand vous comparez une maison moderne qui est construite à 3 étages ou 2, ou même une maison moderne, pour la construire, pour qu'elle soit belle, il faut qu'il y ait des ingénieurs, ce sont des gens formés, il faut qu'il y ait des maçons qui sont formés, il faut ceci. Mais quand vous prenez une maison traditionnelle, il n'y a pas d'ingénieur, regardez la qualité. Donc ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai entendu Déco dire un jour, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, il disait qu'au Congo, par exemple, lorsque ça se dit 2 plus 2 égale 5, les ministres vont le répéter 2 plus 2 égale 5. Vous voyez le ridicule. Mais il a raison. Parce que ce ne sont pas des gens qui viennent en politique avec des formations. Est-ce que pour autant, Gabriel dire... Est-ce que pour autant on peut dire qu'il n'y a pas d'hommes politiques en Afrique? Ou est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire simplement que nous n'avons pas d'hommes politiques à la hauteur des enjeux? Non, il y en a eu des hommes politiques, mais je crois que c'est Mme Opposé qui l'a dit, ils ont été éliminés, je vais aussi le répéter. Monsieur Gaïno, est-ce qu'un président peut rester... Attendez, Monsieur Gaïno, moi j'ai envie de vous poser une question. Allez-y. Oui. Est-ce qu'une notice pour apprendre quelque chose, admettons une notice peut apprendre une mère à aimer son enfant, à savoir éduquer son enfant? De quoi il est question aujourd'hui avec moi, à mon avis, toute cette classe politique africaine? C'est d'abord l'amour de chez eux, l'amour déjà de leur patrie, qu'ils aient des carences dans la pratique, dans l'exercice des fonctions qu'ils occupent, c'est une chose. Mais ils n'ont même pas l'amour pour le peuple. Ça, on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas une mère. Non, si. À l'école, quand on vous forme, on vous donne aussi l'esprit patriotique. Oui, à l'école, sans te contrarier, chez nous, il y a eu des personnes que, même, admettons, on prend même le cas du président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de très belles choses, qui a construit la Côte d'Ivoire. Vous avez Laurent Gbagbo qui dit celui qui veut faire la politique doit apprendre l'histoire. Il ne parle pas de politique autrement. Hein. Il dit l'histoire. Oui, mais même ce Laurent Gbagbo. Mais il ne parle pas de la politique. Il ne dit pas aller apprendre la science politique. Il dit il faut apprendre l'histoire pour savoir d'où on vient et où on va. Mais M. Gaïno, il ne parle pas de politique. C'est un grand politicien, Laurent Gbagbo. Il parle de l'histoire. Non, attendez.
Attendez. Mais je prends Non, mais l'exemple de la les femme. sons, s'il vous plaît, les sons, Sabine, Madame Yaka terminer, parce que là, on va partir dans tous les sens. Les sons, Madame Yaka terminer, après Monsieur Gaïno et Madame Opou. Madame Yaka. Donc, la question que je pose au co-débatteur, M. Gaïno, c'est qu'il n'y a pas de... Ce que moi, je pense qu'on demande aux hommes politiciens, et ce qui fait défaut, ce qui fait une vraie carence, un vrai problème et handicap dans la vie politique africaine, c'est l'absence totale de l'amour de leur peuple. C'est le fait eux-mêmes, ils ne sont pas fiers d'être des Noirs. Ils ne sont pas fiers de faire émerger leur pays. Je suis désolée, ça, on n'apprend pas quelqu'un à aimer son peuple. On n'apprend pas une mère à aimer son enfant. Et quand bien même que ceux qui ont été à l'école, parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'ils n'ont pas reçu de formation, mais on a les mêmes problématiques dans tous les pays africains. Pourtant, il y a des pays qui ont reçu des formations, dont ces dirigeants, ils viennent d'ici, ils ont été formés ici. Vous savez que Madame Yaka, pour appuyer ce que vous dites, Rawlings, qui est l'exemple de M. Gaïno, Rawlings n'était pas un politicien formé, c'est un militaire. Mais oui, mais c'est pas pour autant dire que M. Rawlings est un as, non. Mais là, moi, je vais répondre en 2 mots, madame. Vous voyez, vous parlez de l'amour du pays. Vous parlez de la formation. Vous savez, il y a des choses, quand vous parlez de la mère, qu'on n'apprend pas une mère à aimer son enfant. Mais il y a des mères qui ont tué les enfants. Dans cet exemple-là, parce qu'ils les aiment pas, ils tuent. Mais il ne faut pas généraliser quand même. Hein? Mais on ne généralise rien, monsieur. Mais tout simplement que dans la vie, vous savez que moi, j'ai rencontré un monsieur qui disait que l'erreur de l'Afrique, c'est de n'avoir pas formé des stratèges. Des gens qui étudient la stratégie. De certains Africains. Vous pouvez, oui, peu importe. L'Afrique, c'est quand même 54 États, en général. Madame a dit, elle a parlé de ceux qui sont formés ici. Mais quand vous êtes dans les écoles ici, c'est la politique d'ici que vous apprenez. Nous avons nos sociétés qui sont différentes. Nous avons nos mœurs qui sont différentes. Nous avons notre façon aussi de penser. Nous devons d'abord nous former chez nous-mêmes, nous comprendre, savoir comment agir. Je vais vous prendre encore un exemple, après j'arrête. Vous avez par exemple eu le problème de Darfour. Ceux qui connaissent cette histoire de Darfour-là, les Africains ont été incapables de résoudre ce problème. Monsieur Gaïno, on vous dira que les Africains ne produisent pas d'armes. Le Darfour, il y a des armes qui circulent dans tous les sens. Au nord du Mali, on ne produit pas les armes sont partout. Vous le dites vous-même, l'Afrique est pillée, il y a des forces obscures qui agissent contre l'Afrique. Monsieur Tshisekedi a préféré aller là-bas parce que des forces obscures lui ont imposé son voyage. On ne peut pas condamner ces gens. Allez-y. Mais je réponds, je vais vous dire, c'est Madame Opou qui l'a dit, que chez nous, lorsqu'on demande l'espionnage, c'est l'espionnage de celui qui critique le pouvoir, mais pas l'espionnage dans tous ces domaines-là. Il n'y en a pas les espions dans ce domaine-là. Donc, quand vous parlez des armes qui rentrent, mais les armes rentrent parce que nous n'avons pas d'espions, nous n'avons pas de gens formés. On n'a pas de gens qui sont capables. C'est nous-mêmes qui les laissons entrer. Vous pensez que les Européens ne sont pas plus formés que les Américains, eux qui n'arrivent pas aujourd'hui, qui pleurent au secours américain? Mais non, mais il ne faut pas. Mais monsieur, si vous parlez comme ça, vous voyez que c'est comme si vous dites, si un enfant fait une bêtise, ben, tous les enfants, voilà, il y a des enfants qui ne font pas de bêtises, ceci, cela. Non, il faut prendre, il y a des exceptions, il y a des cas. Il faut toujours prendre les choses à la base. Il faut savoir que nous ne sommes pas les Américains. On n'est pas des Américains. Nous ne sommes même pas des Français. Donc, il faut comprendre, nous sommes d'abord des Africains. Et l'Africain a sa manière de voir la vie, de faire ceci. Nous venons nous former ici. Mais quand on nous forme ici, on nous formate. On veut raisonner comme les Français ou comme les Occidentaux. Mais nous ne sommes pas des Occidentaux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le problème que nous avions. On veut parler français, on oublie même nos propres langues. Et on veut raisonner comme les autres. On est des gens biculturels ou semi-culturels. On ne connaît même pas notre histoire. Est-ce que vous savez, par exemple, l'histoire des colonisations? Sont enseignés où? Je vous dis, même le jour de l'abolition de l'esclavage, c'est célébré. Vous attendez que les Européens vous le disent pour célébrer. Non. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on a pris conscience? conscience on a pris la déclaration à l'école, monsieur Gaïno. On l'a appris à l'école. Mais non, on célèbre. Oui, attends, dans quel pays on célèbre, par exemple, la date de l'abolition de l'esclavage? Est-ce que même on la connaît? Donc, vous voyez, nous ne connaissons même pas notre histoire à nous. Même l'esclavage est enseigné comme ça. Monsieur Gaïno, le professeur Gbagbo dit, le docteur Gbagbo Laurent dit, l'histoire là, c'est le vainqueur qui l'écrit. On ne connaît pas notre histoire parce qu'on a été vaincu. Donc, c'est ceux qui nous ont gagné qui peuvent écrire notre histoire. Dans notre histoire, là, ils écrivent de leur côté, ils tirent toujours le profit, ils écrivent en leur faveur.
Voilà. Mais si on reconnaît ça, pourquoi dire que les Africains ne sont pas à la hauteur? Si on reconnaît que les forces obscures dominent, pourquoi dire qu'on n'est pas à la hauteur? Madame Opou, vous aviez aussi voulu parler. Est-ce que vous pouvez parler après monsieur Ndian, plutôt monsieur Miambalat qui n'a pas parlé, et monsieur Ndian après. Madame Opou? Il n'y a pas de problème, j'entends. J'écoute. Allez-y, oui, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes ce que dit monsieur Gaïno? Je peux y aller? Oui, vous pouvez y aller, allez-y. D'accord. Moi, je veux juste citer Madame Gbagbo et je veux citer aussi Monsieur Embalo. Madame Gbagbo a dit ceci. Quand on fait le conseil des ministres, l'ordre du jour vient de là-bas, de l'autre côté. Oui, ça vient de là-bas. Ce sont eux qui envoient l'ordre du jour pour leur conseil de ministres. Embalo a chassé la CEDEAO. Il a dit ceci. Moi, ces gens-là, ils viennent avec les cartes toutes faites là-bas pour venir dicter les choses. Je ne peux pas accepter. Embalo, c'est celui qui a été dans la CEDEAO et on l'a entendu. Attendez. Vous savez, il faut que nous, les Africains, nous regardions dans le miroir. Et nous sommes accessibles quand ce sont les autres qui parlent de nous. Si on voit un Européen parler de l'Africain, là, nous, on écoute. Qu'est-ce que l'Européen dit? Comme a dit Poutine une fois, a dit ceci, les Africains, les dirigeants africains, quand ils sont bien là-bas, ils sont chez eux. Quand ils tombent malades, ils viennent en Europe et l'Afrique, c'est vraiment un cimetière. Quand ils décèdent, on les enterre chez eux. L'Afrique, Voilà. Quand Poutine va dire ça, nous allons l'écouter. Et quand nous-mêmes, nous le disons, on nous écoute. On n'écoute pas parce que non, c'est pas comme ça. Les Africains ne sont pas formés politiquement parlant. Certains Africains. C'est tout. Non, il y en a pas. Certains Lesquels? Africains. Certains Africains. S'il vous plaît. Pour ceux qui essaient de faire la politique comme un jeu d'enfant ne sont pas formés. Quand vous êtes formés, il y a des choses qui... Madame Opou, il y a des présidents... Non, Madame Opou. Non, écoutez-moi. Il y a des présidents qui ont été tués parce qu'ils ont voulu... Non, madame, il y a des leaders... On ne peut pas s'entendre si on ne peut pas parler. Non, mais laissez-moi parler. Non, je n'impose pas, on discute. Monsieur Gaïno, ne vous sentez pas imposé à chaque fois. C'est pas personnel. C'est qui un président? C'est qui un ministre? C'est qui? Il y a des leaders politiques qui ont été assassinés pour leurs idées. Il y a des jeunes qui sont aujourd'hui poursuivis comme Kémy Séba parce qu'ils donnent leurs idées de libérer l'Afrique. On ne peut pas comme ça qualifier tous les Africains de pas politiques. Mais il y a toujours des exceptions. Est-ce que ces exceptions-là ne généralisons sont pas. la règle? Est-ce qu'on peut ne pas généraliser? Quand nous parlons des Africains, nous parlons de la majorité des Africains. La majorité. Nous allons prendre la petite minorité. S'il vous plaît, on reproche aux Africains. Comme Kémy Séba, il y en a combien? Si on s'écoutait. Non, il n'y en a pas beaucoup. Tu m'as donné la parole. Attendez, il y en a combien? Pas le peu qu'on a. Et puis vous, mais c'est pas possible. On peut pas toujours voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Même Kémy Séba qu'on a, on doit le reconnaître. Tout ça, ça fait partie des efforts. On doit reconnaître ça. Donc, on ne doit pas les généraliser. Je suis pour la non-généralisation. On ne généralise pas. C'est vous généralisez. Nous avons connu les gens comme les Lumumba. On a connu les gens comme les Lumumba. Alors, pourquoi dire les Africains? Pourquoi ne Opou, pas dire certains Africains? Madame Opou, vous avez la parole, excusez-moi. Non, on vous a interrompu. Certains, Monsieur Gaïno, laissons Madame Opou terminer et puis après on pourra parler parce qu'on a interrompu. Madame Opou, oui, mais tu interviens là, Non, moi, j'interviens pas, j'anime l'émission parce que vous avez l'air de m'interdire d'animer l'émission. Merci. Madame Opou, s'il vous plaît, la reine, l'unique, la parole. Merci. Non, vraiment, je disais tout simplement qu'il va falloir qu'on commence déjà à créer vraiment des écoles de formation politique. Tout à fait. Là où nous allons parler de nos secrets, nous allons même parler dans nos langues. Commençons même à éduquer nos enfants à partir de 6 ans, tout se joue avant 6 ans. Leur apprendre à connaître leur pays, à aimer leur pays, à comprendre leur pays et à protéger leur pays contre tout ce qui va... On arrive, comment on appelle ça déjà? C'est la même chose qu'on va répéter. Qui veut la paix prépare la guerre. Quelle est la guerre que nous préparons, nous? Nous sommes, au fait, aujourd'hui, on peut encore répéter l'histoire qui s'est passée. On peut venir nous esclavager là aujourd'hui. Qui va nous défendre? Ce qui se passe en RDC. Regardez, un petit pays comme le Rwanda, attendez, un petit pays de 26 000 km², un grand pays de 120 millions d'habitants, 2 millions et quelques de kilomètres carrés, et un tout petit pays.
On devrait avoir honte même de parler de Kagame. C'est un nom qu'on ne devait même pas citer. Mais il y a un problème. Il faut qu'on se regarde dans le miroir et se dire quels sont nos points faibles. Voilà. Et nos points, c'est la politique. La politique que nous faisons n'est pas la nôtre. Bon, c'est pour cela que je disais, c'est quoi un président? C'est quoi un ministre? C'est nous que nous avions pris, qui nous les a donnés. C'est pourquoi aujourd'hui, être ministre, ça devient un métier. Un ministre n'est pas un métier, président n'est pas un métier. Comprenez, on confond tout. Aujourd'hui, quand tu vois les jeunes aujourd'hui, à quoi aspirent nos jeunes? Au lieu d'aspirer à créer des entreprises, au lieu d'aspirer à avoir des formations, un jeune aspire à être député, à être sénateur, à être je ne sais pas qui, à être nommé ici. Voilà, c'est pour cela que on dirait que c'est la politique qui joue tout chez nous. Non, la politique n'est pas un métier. Conclusion, ça, c'est de un. Votre conclusion, s'il vous plaît. Oui. Les jeunes, formons nos jeunes en politique. Formons les jeunes. Si on veut former nos jeunes qui vont demain gérer nos pays, formons-les convenablement. Donc, vous leur donnez un métier de politicien, mais vous dites que la politique n'est pas un métier. C'est ce que vous dites là. Non. Les former en politique, c'est pour que leur métier devienne politicien. Ils vont d'abord avoir leur métier. Maintenant, une fois qu'ils ont leur métier, ils peuvent aspirer à faire la politique. La politique, c'est un jeu. En ce moment-là, on leur apprend comment est la politique. Pourquoi? Pas pour leur intérêt personnel, pour aller s'enrichir, mais pour défendre un pays, la population. Voilà. Si j'avais une conclusion à faire, c'est celle-là. Formons nos gens, formons nos jeunes. Madame Mika, si vous pouvez attendre, s'il vous plaît. Madame Mika, vous pouvez attendre que Madame Opou finisse. Votre conclusion, c'est la formation. Formons nos jeunes. Madame Mika, vite fait 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci, Madame Opou. Madame Mika. En 30 secondes, moi, j'ai envie de dire que, de toute façon, moi-même, moi qui suis là en tant qu'Africaine, si je suis à un poste de responsabilité, c'est avec l'amour que je vais le faire. Je vais avoir des erreurs parce que je ne suis pas formée, mais les erreurs de vol, des détournements qu'on fait, on n'a pas besoin de former quelqu'un pour lui dire de ne pas détourner, pour lui dire d'éviter de voir le peuple qui pleure, le peuple qui souffre, le peuple qui est affamé, le peuple qui ne peut pas se soigner. On n'a pas besoin de formation pour ça. On a besoin des gens qui aiment leur peuple, qui peuvent diriger leur peuple, ils aiment leur peuple, répartir les richesses correctement. C'est de ça qu'on a besoin. La formation, c'est vrai, c'est un gros avantage. Mais est-ce qu'on a besoin de la formation pour savoir qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas brimer les droits de l'autre, qu'il ne faut pas tuer? On a besoin de formation. Se donne à l'école, hein. Si je me permets. Non, monsieur Gaïno, non, on va entendre monsieur. Mais je n'ai pas parlé. Vous n'avez pas arrêté d'intervenir. Monsieur Gaïno, je vais vous comptabiliser vos temps d'intervention. Ils sont énormes dans plusieurs émissions. Monsieur, c'est pas vrai. S'il vous plaît, si c'est vrai. Monsieur Miamalat. Madame Miako, vous avez terminé? Oui. D'accord. Monsieur Miamalat, et on prend Patrick Ndion, et après monsieur Gaïno. Pour ce sujet, il faut qu'on termine très vite. Monsieur Miamalat, faut-il se limiter à la formation politicienne pour que l'Afrique se développe? Ou bien, il faut vraiment que les jeunes se forment en politique et les autres métiers? Et est-ce qu'un politicien doit être... Y a-t-il une formation spécifique pour être politicien? Parce qu'on voit très bien que les exemples des pays à l'étranger, les ministres, ils sont ministres d'agriculture, parfois ils n'ont pas le diplôme d'agriculteur. En deux mots, je dirais ceci, avant de parler même de la formation. De toutes les façons, même en politique, on se forme dans les partis. Les partis doivent avoir même des départements de formation idéologique. Donc, dans les partis, on peut former aussi les jeunes. Et des partis sérieux. On n'est pas obligé d'avoir des écoles spécifiques. Mais moi, ce que je pense, les jeunes, disons les Africains en majorité, ils doivent se débarrasser du complexe de l'Occident, du complexe du blanc. Je crois que dans notre subconscient, en tout cas pour la plupart, nous avons encore dans notre subconscient les tares de l'esclavage et de la colonisation. Qu'on trimballe de façon subconsciente. On ne se rend pas compte que ça, là où le maître est toujours supérieur, il faut travailler pour lui. Dans nos hommes politiques, dans leur subconscience, il faut travailler pour le maître, pour l'esclavagiste. C'est plus ça. Il faut se débarrasser de ça, avoir des nouvelles mentalités. Donc, faire table rase. Mais tant qu'on a toujours l'idée que au nord, c'est toujours mieux qu'au sud,
mais on sera dans un cercle vicieux. Le grand problème, c'est celui-là. Prendre à bras le corps notre situation. Sinon, ça a trop duré. Puisque c'est les mêmes qui viennent nous donner les armes, parce qu'ils ne nous forcent pas à prendre les armes pour tuer nos frères. Ils fabriquent les armes, ils passent nos frontières, ils viennent, ils donnent à Miambalat, ils peuvent donner à Mianka, bon, prenez les armes, vous allez prendre le pouvoir, parce que vous serez maintenant le plus proche de nous. Et toi, tu acceptes, tu tues tes frères parce que tu veux être comme un blanc. Mais depuis que les blancs nous ont changé de civilisation, donc notre subconscient est toujours accroché aux blancs, puisque c'est leur civilisation. Nous, peut-être, si on n'avait pas croisé le chemin de l'Occident, nous, on devrait avoir peut-être une autre voie de développement, parce qu'il n'y a pas une voie unique pour se développer. Le problème, c'est se sentir bien, c'est vivre, c'est tout. Il n'y a pas un schéma du développement. Mais comme nous, on a adopté le schéma du développement de l'Occident, mais raison pour laquelle, même dans le développement, nous sommes des esclaves, parce qu'on veut faire comme eux. On croit que c'est ce qui est bien, mais on ne pourra plus changer, puisque notre logiciel a été complètement changé. On nous a donné un logiciel qui ne nous correspond pas, une puce qui ne correspond pas à notre carte mémoire. On fait à peu près. Donc, à un moment, il faut féliciter quand même les Africains qui se battent, qui trouvent que, bon, on peut apporter quelque chose. Comme on est déjà dans la soupe, on ne peut plus sortir. Ils nous ont donné le modèle du développement. Mais on est obligé de s'accrocher à ça. Mais c'est mieux de mettre aussi notre culture à l'intérieur. À côté de ça, les Chinois, c'est ce qu'ils font. Ils ne sont pas en dehors du monde. Ils se développent aussi comme les Occidentaux qui ont imposé leur manière de faire, mais en mettant leur propre touche. Les Chinois mettent leur propre touche avec ce qu'ils ont piqué chez les Occidentaux. Mais nous aussi, pourquoi on ne peut pas faire ça? On prend le bon côté des Occidentaux et on ajoute aussi notre bon côté. Et voilà, on peut se développer. Mais tant qu'on fera tout comme eux, on va faire du surplace. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ndion, l'Afrique a beaucoup à apprendre. On sous-évalue, on sous-estime ou on surestime ou on ne fait pas les bonnes analyses. Faut-il toujours, encore une fois, généraliser? Monsieur Gaïno pense que oui, Madame Oppo aussi. Moi, je pense que non. Madame Miambalade pense que, Monsieur Miambalade pense que peut-être, pourquoi pas. Madame Yaka, non. Vous pensez qu'il faut généraliser et dire qu'on n'a pas de politiciens en Afrique? On va prendre un exemple qui n'est pas forcément le bienvenu, mais on a quand même des présidents qui battent des records de longévité au pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que parce qu'ils n'ont pas le leadership qui convient au développement de leur pays, que ce ne sont pas des hommes politiques qui ont su rester au pouvoir déjà? C'est une qualité ou un défaut, selon où on se place? Est-ce que ces gens-là ne sont pas des politiciens? Déjà ça? Est-ce que Laurent Gbagbo, son expérience, Mandela, ce n'était pas des politiciens qui ont... Mandela a obtenu la chute du mur, la chute plutôt de l'apartheid, l'arrivée au pouvoir des Noirs? Est-ce que ça, ce ne sont pas des politiciens? Donc moi, je ne suis pas d'accord avec certains de mes co-débatteurs. Je ne suis pas un généraliste. Non. Moi, je pense qu'il y a toujours des exceptions. Moi, je pense qu'il y a des cas particuliers qu'il faut prendre en ligne de compte. On ne peut pas se permettre de dire qu'au Congo, il n'y a pas des hommes, en Afrique plutôt, il n'y a pas des hommes politiques. Il n'y a pas de bons présidents, il n'y a pas de... Non, on peut pas. C'est quand même 54 pays africains. Voilà. Donc, il y a des réveils de conscience qui existent. On sent des hommes politiques qui aiment aussi leur pays, leur continent, qui sont en train d'émerger. Ils sont peut-être pas nombreux, mais on ne peut pas généraliser. Moi, je parle du principe mathématique qui dit que le développement d'un pays, le développement d'un continent est un processus complexe. Donc, la formation, c'est bien. Je suis d'accord avec Madame Oppo. La formation, c'est bien. Mais ce n'est pas la condition nécessaire et suffisante. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Comme le dit Madame Sabine, très bien d'ailleurs, hein, que pour aimer son pays, pour aimer son continent, pour aimer ses enfants, ben, on n'a pas besoin d'une formation. La mère qui porte son enfant pendant 9 mois dans son ventre, et après elle accouche, elle n'a besoin d'aucune formation, d'aucune école pour pouvoir aimer son enfant, éduquer son enfant et lui donner des bonnes valeurs. Donc moi je dis, la formation c'est bien, être un cadre, des intellectuels c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons des chefs d'État, vous l'avez cité, je prendrai le dernier exemple, mais c'est courageux de sa part. Le Niger vient de prendre la décision, comme nous le savons tous, après avoir demandé aux Français de rentrer chez eux, d'enlever les bases militaires, après avoir été colonisés par les Français
et obtenu leur indépendance en 1961 jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu le courage de dire, bon, c'est bon, là, c'est bon, vous rentrez chez vous. Là, la semaine dernière, vous le savez très bien, le Niger a demandé de sortir pur et simplement de la francophonie. Mais moi, tout personnellement, j'attends que la RDC se prononce aussi, parce que la RDC, c'est le premier pays francophone du monde en termes de nombre d'habitants, des gens qui parlent français. Mais il faut aussi aller plus loin. L'Union africaine attend quoi? Pourquoi les langues étrangères sont les langues utilisées dans toutes les conférences, toutes les grandes réunions en Afrique? On parle en français. La preuve, nous-mêmes aussi, qui sommes là. Nous sommes esclaves modernes, linguistiquement parlant, des Français. Nous parlons français. Nous parlons français. Nous sommes des esclaves. Monsieur Gaïno, Madame Sabine, Madame Opou, Sosté, et moi-même. Et toi, l'animateur. Non, moi je parle lingala, je parle monogoutouba. Des esclaves modernes. Pourquoi on n'organise pas nos réunions, nos émissions en utilisant les langues africaines? Donc, bref, tout ça, c'est pour dire qu'on ne peut pas généraliser. Nous sommes 54 pays. Il y a des pays qui se distinguent. Il y a des pays qui se distinguent. Et ils ont des présidents qui ont le sens du patriotisme, qui aiment leur pays. Moi, je suis d'accord avec Madame Sabine. Il faut d'abord aimer son pays, quelle que soit la formation qu'on aura après. Mais je ne dis pas non plus que la formation n'est pas suffisante. Non, la formation est suffisante. La formation est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Elle est nécessaire. On doit avoir des cadres, on doit avoir des intellectuels, mais à côté de cela, qui doivent aimer leur pays. Conclusion. Parce que si tu aimes ton pays, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est pas possible. Ce qui se passe en Afrique, mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais le fait qu'il n'y a pas de panafricanisme, moi je dirais mieux, il n'y a pas de patriotisme national, il n'y a pas de patriotisme. On n'aime pas nos propres pays, mais c'est normal que les décisions qu'on prend, notamment les décisions stratégiques, sont mauvaises. Voilà. Merci beaucoup. On ne traitera pas les autres sujets parce que le temps est tellement vite et que les sujets sont passionnants. Donc, désolé pour tout le monde. On va traiter le sujet sur M. Thiam et M. Ouattara, ainsi que les dossiers de la première dame et leur statut. Moi, je n'ai pas donné mon point de vue là-dessus pourtant. Bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas donné votre point de vue. Excusez-moi, M. Gaïno, je ne vous ai pas zappé. Je vous ai sûrement oublié. N'en faites pas un point personnel. Allez-y, s'il vous plaît. Non, mais je voulais tout simplement, je voulais tout simplement dire à M. Gabriel que personne n'a dit qu'il n'y avait pas d'homme d'exception. Personne n'a dit. Ni Mme Opou, ni moi. Et je vais vous prendre. Vous avez remarqué que vous êtes toujours en train de dire Mme Opou et moi. Hein. M. Opou, il est là. On va l'appeler. Hein. M. Gaïno. Oui, écoute, je ne sais pas. Tu m'embrouilles. Non, je vous taquine. Ce que je voulais. Oui. Mais non, d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que les hommes d'exception existent. Il faut que dans nos débats, qu'on suive ce que disent les autres. Moi, j'ai parlé, par exemple, de Nelson Mandela, j'ai parlé aussi de Lumumba, j'ai parlé de... Il y a beaucoup d'hommes d'exception. Mais avoir l'amour du pays, être patriotique et le savoir-faire, il y a une différence. Marien Ngouabi était pour moi un président patriotique. Mais le savoir-faire, il ne l'avait pas. Donc, on peut avoir l'amour de son pays, mais le savoir-faire est complémentaire de l'amour. Regardez aujourd'hui l'armée, pourtant c'est M. Gabriel qui vient de dire que le Congo démocratique, c'est quand même l'un des plus grands pays. Regardez comment une armée mal formée se laisse écraser par une petite armée. Parce que la formation n'y est pas. Donc, que ce soit... il ne faut pas mélanger les choses. Personne n'a dit qu'il n'y a pas d'hommes d'exception. Il y en a toujours dans tous les pays. Mais ces hommes d'exception ont été soit tués par ceux qui ne veulent pas que nous évoluions, ou soit carrément on arme les nôtres pour les tuer. On a vu ça de Lumumba, on a vu tous ces gens-là qui avaient des idées, qui avaient même peut-être le savoir-faire. On les a tués. Voilà ce que nous voulons dire. Bon, aujourd'hui, quand tu prends le cas du Niger, oui. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui ont maintenant d'autres idées, qui comprennent les choses, ce qu'on est en train de dire. Il n'y a pas une contradiction là-dessus. Il faut qu'on se comprenne dans nos débats. Je pense que nous sommes complémentaires. Merci. Moi, je le répète, hein, merci beaucoup pour vos débats. Hein. Il est très tard, donc on va conclure. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 21. Pour vous, il est déjà le 22, hein, parce que vous êtes déjà samedi. Moi, je suis encore en Angleterre avec Mme Opou. Nous sommes le 21 vendredi, 21 mars. Nous allons débattre des autres thèmes, comme je l'ai dit. Hein, la semaine prochaine, on parlera de la liaison Thiam et M. Ouattara. Que se passe-t-il? Que devient M. Laurent Gbagbo? Sera-t-il candidat ou pas? Que se passe-t-il en Afrique de l'Ouest? Au Ligui, on en est où? Le Congo? Et on parlera aussi des statuts des premières femmes,
diplomatie. Est-ce que l'Europe peut dicter à l'Afrique sa loi ou on peut poursuivre qui en veut ou simplement les Africains ne font pas-ils attention quand ils vont acquérir des biens à l'étranger? Je vous remercie beaucoup, Madame Opou, ainsi que Madame Nyaka, Monsieur Gaïno, Monsieur Miamalat et Monsieur Ndion. Si vous avez chacun 1 minute pour conclure, ce serait maintenant qu'il faut le faire. On va commencer par Monsieur Sosten Miamalat, ensuite Madame Opou, Sabine Miaka, Monsieur Gaïno et Patrick conclura. Monsieur Miamalat. Oui, merci. Bon, pour conclure, je dirais tout simplement, l'Afrique doit se réveiller de son sommeil profond. Un sursaut continental, parce que l'Europe ne nous lâchera pas, parce que c'est nous qui nourrissons l'Europe, c'est nous la locomotive. Donc l'Europe, quelquefois, ne nous lâchera pas. Ils s'arrangeront toujours à venir semer le trouble en Afrique. Donc c'est à nous de grandir et d'aimer notre continent, en tout cas. Et, arrêtons les divisions. Ça ne nous arrange pas. C'est enfoncer notre continent. Merci. Voilà ce que... Merci. Madame Opou. Oui, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut former les jeunes, politiquement parlant. Nos jeunes ont voulu faire, comment on appelle ça déjà, pensent que la politique est un métier. La politique n'est pas un métier en soi. Nos jeunes doivent d'abord être formés, avoir un métier. Et puis après, s'ils veulent rentrer dans les jeux politiques, ces jeunes-là doivent être formés, qu'on leur apprenne comment protéger leur pays de l'extérieur, comment défendre leur pays, comment avoir des informations qui peuvent être utiles à leur pays et ne pas s'espionner entre nous. C'est ce que je dis. La formation est très utile en tout. Même si on prend l'exemple d'une maman qui donne des enfants, cette maman-là est formée quelque part pour être responsable. Il y a des mamans qui ne sont pas responsables. Et il y a les éducations qui ne passent pas. La preuve, dans notre société, on voit des enfants qui sont mal élevés, mal éduqués parce que les mamans n'ont pas été formées pour éduquer leurs enfants. Ça encore, c'est autre chose. On peut dire que c'est naturel. Ils vont le faire, mais on a besoin d'une formation en toutes choses. Si nous prenons la politique comme un petit jeu d'enfant, comme nos jeunes le font, eh bien nous allons à la catastrophe. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Madame Miaka. Oui, merci. Bon, j'ai envie de dire en termes de conclusion que quand même, nous vivons dans un monde polarisé où quand même l'Afrique doit chercher à se faire une place, doit chercher à se faire un nom. L'Afrique est le continent mère. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Elle ne doit pas porter un nom pareil, une étiquette comme pareil en vain. Donc, l'Afrique doit se réveiller. Pour cela, je trouve que principalement déjà, au tout début, il faut décoloniser les mentalités. Il faut déconstruire la mentalité. Il faut s'affranchir des mentalités coloniales. Le fait qu'on ne s'estime pas égal à un blanc, le fait qu'on ne s'estime pas intelligent, il faut déconstruire les choses, décoloniser les mentalités et ensuite préparer, former les jeunes élites. L'Afrique doit changer son visage au niveau des élites. L'Afrique a besoin d'un leadership jeune, aux mentalités décolonisées et formées. Ça, c'est impératif pour que l'Afrique aille de l'avant. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Monsieur Gaïno. Oui, j'apprécie beaucoup les conclusions des autres et je vais m'appuyer là-dessus parce que c'est mon point de vue. Vous savez, diriger les hommes, ça s'apprend. Diriger une économie, ça s'apprend. Diriger un pays aussi, ça s'apprend. Et lorsqu'on vient en amateur, quel que soit l'amour de la patrie que vous avez, vous ne pouvez pas très bien diriger votre. Il faut former les gens à tous les métiers, dans tous les domaines. C'est très important d'apprendre parce que les uns vont apprendre auprès des autres. Si je suis président de la République, je n'ai pas fait l'économie. L'économie, ça s'apprend. Et donc, je vais travailler avec les économistes et j'apprendrai, mais c'est eux qui vont mener les choses. Mais je crois que ce qui nous a manqué, c'est la formation. C'est apprendre ce que nous sommes, notre histoire, notre culture. Et là, les autres l'ont dit, nous parlons, le continent africain, c'est le seul continent où les langues que nous parlons sont des langues qui viennent de l'Occident. De façon générale, où je vais dans n'importe quel pays je parle, on m'entend, c'est soit l'anglais ou le français ou l'arabe. Les nôtres existent.
Et nous avons aussi notre culture. Il faut qu'on prenne conscience que nous sommes des acculturés. Il faut qu'on apprenne notre histoire. Il faut qu'on apprenne à nous former. Il faut qu'on s'entende, qu'on s'écoute, qu'on se protège. Comme a dit tantôt, je conclus là, l'espionnage, ce n'est pas aller voir celui qui critique l'autre, c'est plutôt voir quel est celui qui fait le mal. Nous avons eu des leaders qui ont été tués parce que cela, ils avaient raison de les tuer, parce que c'était des gens qui apportaient la lumière. Maintenant, nous, d'apporter la lumière aux autres. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ndion, c'est vous qui avez le dernier mot, enfin la conclusion, la dernière. Monsieur Ndion, votre micro est fermé. Je serai donc complémentaire à mes co-débatteurs, hein, parce que nous sommes en fait complémentaires sur ce thème complexe. Je commencerai par le formatage. Les intellectuels africains, les sachants africains, les hommes politiques africains ont été formés dans des écoles occidentales. Donc, nous avons été formatés. Donc, il faut commencer d'abord par un déformatage africain. Deuxièmement, l'Afrique a besoin d'un réveil politique, d'un réveil économique, d'un réveil militaire, d'un réveil technologique, d'un réveil spirituel, d'un réveil culturel et d'un réveil historique. Tant qu'on ne se réveille pas, on est endormi sur tous les plans que je viens de citer, eh bien, on ne peut pas décoller. On ne parlera même pas d'émergence, on ne parlera même pas de développement. Si l'exemple chinois est très intéressant, on peut toujours faire du mix. En même temps, on est formé dans des écoles occidentales, puisqu'on n'a pas le choix pour l'instant, mais en même temps, on aime notre continent. On a des valeurs panafricaines, on a des valeurs culturelles africaines. On connaît notre histoire, on connaît notre culture, notre spiritualité. Et je termine par là en disant ceci. Nous sommes le seul continent dans le monde, M. Belébé. Tous les autres continents ont leur spiritualité, ont leur Dieu. Mais nous, on est le seul continent où on ne fait que tout emprunter. Même Dieu, on l'emprunte. Enfin, c'est pas possible. Même Dieu, on l'emprunte. Les Noirs, quel est le Dieu des Noirs? Voilà. Tu peux me donner un nom. Nous, pardon, moi je suis kimbanguiste. Je dirais que mon Dieu, c'est Simon Kimbangu. Mais d'autres Africains vont dire non. Eux, c'est Jésus-Christ. D'autres vont dire non, nous, c'est le Bouddha. L'autre vont dire c'est les musulmans. Donc, en Afrique, on a le carrefour de tous les dieux. Mais si tu viens en Europe, non, c'est Jésus-Christ. Si tu vas dans toute l'Asie, c'est un seul Dieu. Si tu vas en Amérique, c'est un seul Dieu. Tu viens, mais c'est terrible. Hein? Donc, tant qu'on se déformate, il faut un déformatage. Nous avons été formatés, on nous a appris à réfléchir d'une manière. Il faut remettre tout ça en cause. Pourquoi on doit se comparer à eux? Pourquoi l'Occident doit être la référence? Pourquoi l'Occident doit être le pivot, le barycentre, la colonne vertébrale? Dites-moi, pourquoi on doit se comparer à eux? Pourquoi le Cameroun ne doit pas se comparer à la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne doit pas se comparer au Sénégal? Entre nous, c'est tout. On peut se développer sans l'Occident. Ce que je ne dis pas. Je dis, on peut prendre ce qui est bien en Occident et l'adapter par... Regarde la démocratie. Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Toute l'Afrique, il n'y a aucun pays démocratique à 100%. Parce que les réalités culturelles, les réalités africaines, la spiritualité africaine n'est pas celle des Occidentaux. Et donc, lorsque vous prenez un modèle comme ça, vous venez l'appliquer chez nous en Afrique, vous ne tenez pas compte des réalités d'Afrique, ça marche pas. Alors que dans les autres continents, ça a marché. Moi, je suis pour le modèle africain, endogène africain. Point barre. Merci. Merci beaucoup, messieurs et mesdames, pour vos conclusions et merci pour le débat qui a été houleux. Encore une fois, c'est un débat. Monsieur Gaïno a été bousculé, il est resté sportif. Madame Opou aussi. Madame Miaka, merci pour l'intervention ainsi que Monsieur Ndion et Monsieur Miambalade qui lui aussi parfois beaucoup bousculé. Messieurs et mesdames, nous aurons d'autres débats, mais nous devons aussi débattre d'autres sujets et nous allons pouvoir définir notre émission qui doit passer désormais à la radio, à la télévision. Il faut qu'on ait une réunion, je vous appellerai pour ça. Merci, passez un très bon week-end. À la semaine prochaine. Bon week-end à tout le monde. À la semaine prochaine. Bon week-end. Et encore une fois, essayez de savoir que nous ne faisons pas la politique, mais nous essayons de comprendre la politique.